Bonjour, bienvenue dans le podcast Smile in Brive, le podcast qui partage les énergies positives de Brive et ses alentours avec des rencontres souriantes. Je suis Mylène Lavial, votre hôte pour cette série de rencontres inspirantes qui donnent envie de sourire. Aujourd'hui, je reçois Luc Tessier d'Orfeuille, un smile optimiste. Bonjour Luc, ça va? Ça va bien, merci Mylène, et ravi d'être avec toi aujourd'hui. Je suis vraiment très heureuse de t'accueillir pour cet épisode de Smile in Brive. Tu es coach, formateur, spécialiste en positivité et auteur sur la méthode Coué. Le Figaro t'a nommé le pape de l'autosuggestion. Rien que ça. Oui, oui. Nous nous sommes rencontrés dans l'association La Ligue des Optimistes de France, dont nous sommes tous les deux membres. Euh, et j'ai vraiment été touchée par ton enthousiasme, ton parcours de coach et cette méthode Coué qui, qui va bien au-delà de ce qu'on peut imaginer. Et je crois qu'en ce moment, en tout cas dans ce monde qui va vite, qui change, c'est important de garder une vision optimiste et d'avoir surtout des outils et des pratiques qui nous permettent de le cultiver. Alors en plus, cerise sur le gâteau, tu es corésien, tu es d'origine corésienne et tu vis à Paris et tu vas nous parler aussi d'association Paris-Corrèze, j'imagine. C'est ça? Oui, bah, effectivement, j'ai des grosses attaches corésiennes. Je n'ai qu'un quart de sang français. Je suis fils d'une maman brésilienne et mon père était moitié polonais, moitié français. Et le français, c'est corélien. Voilà. La Formidable. terre d'origine de la famille, c'est le Lonzac et mon grand-père a acheté une maison à Chaumeil. Et je suis de ce coin-là. J'ai repris cette maison de famille. J'ai ma sœur qui habite juste à côté. On est dans ce petit hameau et je vais m'y ressourcer à peu près toutes les 5 semaines. Et c'est vraiment une terre qui compte. Et à Paris, effectivement, je préside à l'une des associations corésiennes, parce que les Corésiens sont très actifs en Corrèze. Il y a les Corésiens de Paris, il y a l'Amicale du Sel, il y a les Corésians, il y a la Corrèze en partage, et il y a la Incroyable. communauté corésienne de Paris, qui est celle que je préside. Il y a 4 associations de 4 cohésion. associations, tout à fait. Incroyable. Bon, bah, du coup, Et j'ai on est hâte. tous copains. On est tous copains. Hein. On se retrouve. On a des axes un peu différents, mais on a plaisir à se retrouver. Hmm. Et ben, du coup, j'ai hâte que tu nous racontes toute cette histoire. Est-ce que cette présentation te convient? Oui, très bien. Bon, parfait. Question traditionnelle du podcast pour commencer. Smile in Brive et alentour. Qu'est-ce qui t'a donné le sourire aujourd'hui? Moi, je démarre toujours la journée par un petit déjeuner qui me plaît. Ah, Et je prends le temps. Et je trouve que j'avais des coachings ce matin. Je me suis levé tôt. Je me lève à 6h20. Et je prends toujours le temps de mon petit-déj. Ça, c'est important. Donc ça me donne le sourire. ça, c'est Et un. puis, deuxième chose, la première personne que je voyais ce matin, je l'avais préparée à une présentation à son codir pour demander plusieurs millions d'euros pour un gros projet. Et le truc s'est super bien passé. Elle a eu plaisir à me débriefer la manière dont elle l'a fait, qui était une manière différente. Et ça valait la peine de prendre le temps de répéter il y a 10 jours ce truc-là. Et j'étais très heureux pour elle. Et forcément, ça me donne le sourire aujourd'hui. Ah, génial. Ça, c'est bien. Alors, bah, écoute, ce que je vais te proposer, c'est que pour les personnes qui écoutent le podcast, est-ce que tu peux te présenter un peu ton parcours, ton histoire et pourquoi finalement on est là aujourd'hui, enfin tu es là aujourd'hui et on parle ensemble de méthode Coué et d'optimisme? Avec plaisir. Je savais pas trop quoi faire de ma vie. Et une chose est sûre, c'est que j'étais pas du tout à l'aise à l'oral. Monter au tableau à l'école était un cauchemar. Et on m'a dit, si tu sais pas quoi faire, fais des maths et de la physique, tu verras, ça mène à tout. En fac à Orsay pour un doc de maths, et puis j'étais parti pour une maîtrise d'informatique appliquée à la gestion des entreprises. J'étais pas du tout à l'aise quand il y avait des interros, qu'il fallait prendre la parole sur scène. Donc je me suis mis à faire du théâtre. On m'a dit, ça te fera du bien, et je m'étais rendu compte dans le scoutisme qu'effectivement, dès que j'étais dans des sketchs, ça, c'était ça. J'apportais quelque chose de nouveau à ce que je suis, ou en tout cas, j'osais des choses que je n'osais pas à d'autres moments. Et j'ai fini par prendre goût au théâtre. Et j'ai fait de ce qui était un hobby un métier. Donc je suis passé de cours pour amateurs à des cours professionnels et je suis devenu comédien. J'ai eu la chance d'avoir une compagnie de théâtre à Paris attachée à un théâtre. Et c'est comme ça que j'ai rencontré celui qui est devenu mon associé, qui a eu cette idée de monter le studio Pygmalion, qui est un lieu de training et de coaching
Pour les comédiens professionnels, ça fait 35 ans que nous existons. Alors aujourd'hui, je suis le dernier de ces associés fondateurs et je ne m'occupe plus des comédiens. La structure continue et continue d'entraîner des comédiens quasiment tous les jours. On est un peu le gymnase club du comédien. Le comédien est intermittent du spectacle et l'idée c'est que les moments où il ne travaille pas, il vient s'entraîner. Ça, il ne reste pas chez lui à déprimer parce que le téléphone ne sonne pas, à paniquer quand ça sonne. Il s'entraîne. Et j'ai adapté le travail que nous faisons avec les comédiens à ceux que j'appelle les acteurs de l'entreprise. Et pour des questions pratiques, j'ai développé une autre structure qui est Pygmalion Communication. D'accord. Alors, je précise pour nos auditeurs que Pygmalion s'écrit avec un P comme probité, à ne pas confondre avec une affaire dont on a entendu parler régulièrement dans la presse. Je vois. Et oui, et c'est important parce qu'il se trouve que je fais de la formation pour des élus en communication, en prise de parole. J'ai participé au livre blanc d'ICF, International Coaching Federation, sur le coaching politique. Et il est sorti au moment de l'affaire, ce qui a été un petit peu compliqué à gérer en termes de com. Très bien. Parce qu'il y avait des confusions. Je comprends. Et oui, c'est vrai qu'on a ça aussi en commun. Tu es coach professionnel ICF. Oui. J'ai été, moi, 4 ans au conseil d'administration d'ICF. Ça, je me fais souvent piéger. Là, j'ai promis de ne pas me faire piéger. Je me suis promis. J'ai promis à mon entourage. En général, quand j'arrive dans une association, j'en profite 1 an et après, je me mets au service. Et je me retrouve au conseil d'administration quand c'est pas président. D'accord, ok. Et je suis d'ailleurs au conseil d'administration d'une association sur les monnaies d'hier qui défend le paysage, le territoire, au sens large, et entre autres qui s'est battue pour pas qu'on ait des éoliennes sur ce massif des monnaies d'hier, qui est un parc naturel régional, qui est un ciel étoilé. Enfin voilà, il y a des tas de raisons pour lesquelles ça serait une aberration. Dans ce site-là, je n'ai rien contre les éoliennes, je n'ai rien contre le fait de trouver des énergies différentes, mais pas sur ce site-là. Et donc, je m'investis assez facilement dans des associations. Et en même temps, je crois que c'est le propre aussi de l'optimisme, c'est comme on a confiance en l'avenir, du coup, l'idée c'est d'être responsable et de prendre ses responsabilités. Donc, j'ai dit que tu étais un smile optimiste, tu confirmes. Engagé et responsable. Je confirme, et j'ai été actif sur le printemps de l'optimisme, qui était un de ces événements importants que supportait la Ligue, entre autres. Je me souviens. Et donc, comment est-ce que tu es arrivé à la méthode Coué? Comment tu as rencontré cette méthode? Alors, la méthode Coué, je l'ai rencontrée en me formant au coaching. Non pas que ceux qui m'ont formé au coaching étaient des adeptes de la méthode Coué. Donc, nous étions autoproclamés coach de comédiens, il y a 35 ans. Le coaching existait à peine en France, ça a commencé à arriver. Et du coup, je me suis dit, je vais me former au coaching, puisqu'en plus, je développe du coaching en entreprise avec une approche qui est peu connue, peu reconnue. Et je vais confronter mes pratiques à ces pratiques il y avait 4 ou 5 cabinets à l'époque, il y en a beaucoup plus aujourd'hui qui forment au coaching. Et donc, j'ai pris l'un de ceux-là, c'était Média de Coaching à l'époque. Et dans cette formation, il nous avait été demandé, sur une matinée, de travailler sur un paperboard ou 2 paperboards. Comment présenter le coaching à un DRH ou à un responsable de développement des compétences? Et j'avais dessiné ce que j'appelle ma molécule, qu'on peut retrouver sur le site internet de Pygmalion. Et dans cette molécule, je dis, voilà, les gens qui viennent me voir, ils ont la volonté de s'améliorer. Toute la question qui se pose, c'est jusqu'où ils imaginent que c'est possible et quelles sont les croyances négatives qu'ils peuvent avoir, qui font que oui, par exemple, je peux m'améliorer dans la prise de parole en public, mais je ne serai jamais aussi bon que mon père, que mon frère, que mon manager, que mon directeur commercial, qui lui est brillantissime. Et donc déjà, une croyance négative. Et puis tout ça, ça dépend des expériences qu'on a vécues. Je parlais tout à l'heure de mes expériences à l'école où je devenais tout rouge et je perdais mes moyens. Et la question, c'est ces expériences, je les ai vécues avec quel comportement? Qu'est-ce que je mettais en œuvre comme comportement? Et quand j'ai dessiné ça, avec entre autres, j'en parlerai après, ces bulles volonté, imagination, quelqu'un m'a dit, mais c'est marrant, volonté, imagination, c'est au cœur de la méthode Coué. Est-ce que tu connais? Et je lui réponds, oui, je sais que j'ai le livre à la maison, j'ai dû le feuilleter, je ne sais pas si je l'ai lu jusqu'au bout. Et en fait, probablement, il avait déjà marqué mon esprit. Et il m'a conseillé de le relire. Et ça a été une révélation. Ah oui, c'était le bon moment. Coué, ça a été une révélation. Je me suis dit, mais en fait, cette manière d'aborder les choses, ce côté positif, ce côté optimiste, et puis surtout l'importance du langage, comment je me parle à moi, comment je parle à mes équipes, comment je parle à mes enfants. Enfin, tout ça me parlait très fortement. Et du coup, j'ai creusé le sujet et là, j'ai découvert ce qu'était la méthode, bien au-delà de la caricature qu'on peut en faire en France, et surtout d'où elle venait. Alors ça, c'était une autre découverte passionnante et dont je serais ravi de parler.
Eh ben écoute, alors là, j'ai envie de savoir d'où vient cette méthode parce qu'effectivement, il y a une sorte de caricature du je vais bien, tout va bien. Et j'imagine bien, te connaissant et étant dans le coaching, que c'est beaucoup plus puissant et profond que cette Si- caricature qu'on a aujourd'hui parfois. Oui, tout à fait. Et puis je vais revenir sur ton je vais bien, tout va bien, parce que j'adore décoder cette phrase issue d'un sketch de Danny Boone qui est remarquable et je pourrais en reparler après. Alors la méthode Coué, certains pensent que c'est un acronyme. En fait, c'est pas un acronyme, c'est le nom de quelqu'un qui se D'accord. prénommait Émile Coué. Émile Coué était pharmacien. En fait, il voulait être chimiste, mais son père n'avait pas les moyens de lui payer des études de chimiste qui coûtaient très cher. Et l'avantage des études de pharmacie, c'est qu'à l'époque, alors c'est pas le terme peut-être utilisé à l'époque, mais on pouvait être alternant. Et on pouvait commencer à travailler, donc ça payait une partie des D'accord. frais. Et donc, il a démarré dans une pharmacie comme jeune étudiant en pharmacie. Et déjà, son patron de l'époque trouvait qu'il avait des formulations très positives avec les patients qui venaient chercher des médicaments. Et d'ailleurs, il a fini par lui vendre sa pharmacie. Et c'est dans sa pharmacie qu'Émile Coué a pris conscience de l'impact des mots. Et il a été même au-delà de l'impact des mots, c'est qu'il s'est permis de vendre des petites pilules de mie de pain en disant aux gens que ça leur fera du bien. Donc on est là dans le placebo et dans ce Hmm. qu'on appelle l'effet placebo, c'est-à-dire le placebo, c'est le produit lui-même, hein, ce médicament qui en fait n'a pas de molécule active. Et l'effet placebo, c'est qu'est-ce que je pense que ce médicament va pouvoir me faire, qu'il soit vrai ou pas vrai, hein, parce qu'on m'a dit qu'il me ferait du bien. Et là, c'est toute la puissance du vocabulaire de Coué qui a fait la différence. Et Coué, dans son histoire, s'est intéressé à ce qu'on appelait à l'époque la première école de Nancy, qui était l'école d'hypnose et de suggestion. Et il s'est intéressé à cette école du docteur Bernheim et du docteur Liébaud en même temps que Freud. Donc on est sur la même génération, hein. D'accord. Et d'ailleurs, Sigmund Freud écrivait à ses disciples en leur demandant d'arrêter d'agresser Émile Coué parce qu'il considérait qu'il disait des tas de choses positives. Le regret de Freud et de ses disciples, c'est que Coué ne s'intéressait pas au pourquoi ça va pas et ne s'intéressait qu'à comment faire pour que ça aille. Et Hmm. c'était la grande différence entre les deux. Mais les deux se sont intéressés aux travaux de Bernheim et de la première école de Nancy. Et ça a été tellement loin, c'est que pour des raisons aussi personnelles et familiales, Coué s'est marié à une Nancéenne. D'accord. Et puis il se trouve que son beau-père était un Nancéen très connu, un horticulteur connu, qui a créé les pivoines, entre autres, et qui a même été le seul Français dans cette profession à avoir un prix de la reine d'Angleterre. Son beau-père a offert à ses filles une grande maison, chacune avec, voilà, c'est comme un petit château, mais tu as une tour de chaque côté et deux perrons. Voilà, chacune des sœurs avait le droit à sa partie. Le truc était divisé en deux. Et du coup, Coué, qui avait sa pharmacie à Troyes, a fini par s'installer à Nancy avec son épouse. Et il a été connu pour poursuivre l'œuvre de Bernheim. Il a créé ce qu'on a appelé la deuxième école de Nancy, qui était l'école Lorraine de psychologie appliquée. Et c'est à Nancy et à cet endroit-là qu'est née la psychologie et la psychothérapie en France avec Coué. C'est Donc, incroyable. déjà historiquement, c'est assez énorme et les gens ne savent pas forcément ça. Ah oui, effectivement, c'est plus qu'une approche en fait. Donc du coup, ça veut dire que derrière, j'entends psychologie, j'entends hypnose, c'est bien plus qu'une approche ou qu'une pratique. J'allais te demander, c'est quoi la différence avec d'autres approches qui peuvent exister, ou même par rapport à la psychologie. Donc là, c'est un autre éclairage, effectivement. Émile Coué, si on devait définir la méthode en une seule phrase, la meilleure solution, c'est de prendre le titre de son seul ouvrage. Ah, il a écrit Qui qu'un est- livre. il a écrit qu'un livre, un petit livre de 50 pages. Alors c'est ce qui le différencie entre autres de Freud, qui lui a créé des rayonnages entiers et qui voulait laisser une trace. Et d'ailleurs aujourd'hui cette trace, il y a plein de gens qui sont en train de la combattre, de dire qu'il avait peut-être des problèmes avec sa mère et que c'est pas parce que lui avait des problèmes avec sa mère qu'on a tous eu des problèmes avec notre mère. Enfin voilà, il y a plein de réflexions autour de ça. Coué, son objectif, c'était pas de laisser une trace, c'était d'aider les gens. Sur la fin de sa vie, il faisait 5 causeries par jour, on pourrait dire conférences ateliers, des choses que je ferais volontiers avec toi à Brive, un de ces jours. Avec... Mais quoi, il en faisait 5 par jour, c'était gratuit, son objectif était d'aider les gens, et il n'a écrit que presque sous la contrainte, avec Charles Baudouin, qui s'est intéressé à ses travaux. Charles Baudouin, qui est un psychothérapeute connu, il y a une université en Suisse qui
qui porte son nom et qui a écrit une thèse, sa première thèse d'étudiant, elle était sur la méthode Coué. Et ça a fait toute la différence pour Coué, c'est qu'à ce moment-là, la thèse a été traduite en anglais, et tout d'un coup, le monde entier s'est intéressé à ce petit pharmacien qui faisait des conférences pour aider les gens. Et pour revenir à son bouquin, parce que je fais vite des digressions, le titre de son livre, c'est La maîtrise de soi-même par l'autosuggestion consciente. Et tout l'outil et toute la puissance de la méthode Coué, elle est dans autosuggestion. Et je pourrais dire que Coué aurait dû aller au bout de son titre, il manque un truc à son titre. C'est quoi son... Mais pour lui, c'était une évidence, la maîtrise de soi-même par l'autosuggestion consciente et positive. Et positive. Parce qu'en fait, ce que disait Coué, et ce qu'il met dans ses ouvrages, et ce sur quoi je travaille, c'est que nous sommes tous les champions de l'autosuggestion. Nous sommes tous des champions de l'autosuggestion, nous en faisons tous les jours. Nous faisons des autosuggestions. L'autosuggestion, ce que c'est? Alors, la meilleure définition, c'est celle de Coué. Moi, je reviens au père de l'approche, au père de la méthode, c'est s'implanter une idée en soi-même, par soi-même. S'implanter une idée en soi-même, par soi-même. Et la question qui se pose, c'est comment je fais ça, forcément. Et il y a 3 grandes formes d'autosuggestion, et c'est comme ça que je présente Coué, et je ne le trahis pas en faisant ça, parce qu'en fait, ces 3 formes, on les retrouve dans ses ouvrages, ou dans les traces de ses conférences, ou dans les traces de ceux qui ont été ses disciples et qui ont écrit énormément de bouquins. Ah, d'accord, c'est ses disciples, en fait, après, qui ont écrit des... Oui, le docteur Denis, Rémi... Parce que tu nous as pas dit, mais je crois que tu as écrit 6 livres. Oui, j'ai écrit 6 livres, alors... Dans les plus connus, reconnus, il y a, parce que la collection est connue, c'est La méthode Coué pour les nuls. Il y a ma Bible, c'est comme ça que je suis nommé pape, c'est parce que j'ai écrit ma Bible de la méthode Coué chez Le Duc. J'ai un livre qui existe toujours, et je suis très heureux de l'avoir chez Erol, et qui est la méthode Coué chez Erol, présentée dans la même collection, c'est Erol Pratique, que la PNL, la sophrologie, l'analyse transactionnelle, en fait, que toutes les méthodes de développement personnel. Et tu me posais la question, Mylène, tout à l'heure, c'est quoi ce qui différencie la méthode Coué de ces autres méthodes? Eh bien, elle a de l'antériorité, tout simplement. Elle était avant. Et je vais citer 2 méthodes dont nous pourrons parler après, qui est la sophrologie et la PNL, qui est la programmation neurolinguistique. Ouais. Les 2 fondateurs de ces approches, en tout cas l'un des 2 en PNL, qui est Richard Bandler, oui. Il cite Émile Coué dans ses sources. Je suis praticienne en PNL, donc je t'écoute attentivement. Alors toute la question, je te la pose, est-ce que ceux qui t'ont formé à ça t'ont parlé de Coué? Pas du tout. Oui, et moi j'ai été formé à la sophrologie par un des pères de l'époque qui aurait pu succéder au fondateur, qui était Alfonso Caicedo. Et il se trouve qu'Alfonso Caicedo, c'est lui qui a traduit le livre d'Émile Coué en espagnol. Et moi, en plus, c'était une formation avec... je suis certifiée NLP, enfin, voilà. Et donc... Ouais. Eh bien, celui qui m'a formé, j'ai fait d'abord un week-end avec lui pour découvrir la sophrologie, dont je parlais déjà dans certains de mes ouvrages. J'avais lu des tas de choses, mais je me suis dit, bon, c'est bien d'en parler, c'est bien d'avoir lu, ça serait bien de la pratiquer vraiment, au-delà des quelques séances que j'ai faites justement pour comprendre le lien avec Coué. Et il avait une petite tendance à taquiner Coué. Alors lui, tu vois, contrairement à ton formateur ou ta formatrice en PNL, le premier week-end, il taquinait Coué. Puis une fois, j'ai laissé faire. La deuxième fois, j'ai dit, ça fait 2 fois que vous critiquez Coué. J'aimerais bien savoir pourquoi. Elle me dit, mais vous êtes qui, vous? Donc je me présente. On était une trentaine d'élèves à suivre son truc. Et je lui dis, il se trouve que j'ai déjà écrit 2 livres sur la méthode Coué. Et puisque vous faites de la sophrologie, savez-vous qu'Émile Coué a été traduit par Alfonso Caicedo, le fondateur? Et il me dit, je le sais très bien, et vous passerez à mon bureau après la séance. Et on est devenus très copains. Et il m'a même offert un livre de l'époque. Et j'ai été très touché par ça. Ah, formidable. Et à qui, comment, ça fait beaucoup de questions. Mais peut-être, quelles problématiques ou quels défis peut nous accompagner la méthode Coué? Dans quel, pardon? J'ai envie de dire tous les défis puisque tu parles de défis de la vie personnelle ou de la vie professionnelle. Oui, je me permets de te poser cette question, pardon, oui. Parce que je me rends compte qu'en France, on a un retard de 30 ans sur tout ce qui est question du coaching, et de l'accompagnement, de la connaissance de soi. Moi, j'aime pas trop le mot développement personnel, je préfère connaissance de soi. Et développement collectif peut-être, parce qu'on n'est jamais tout seul et on a chacun... Enfin voilà, le mot personnel me gêne un petit peu.
j'ai le sentiment que parfois on se dit ok, ça a l'air intéressant, mais comment je peux me le réapproprier? En quoi ça pourrait être utile? Pourquoi est-ce que j'irais peut-être demain à Cultura et je me dirais, ou une autre enseigne, et j'irais m'intéresser à cette méthode en fait? Pour te répondre, je vais revenir sur les 3 formes Ouais, d'autosuggestion. Parce qu'en fait, c'est pour parler des outils, et après, nous verrons comment, en fonction des besoins, des défis, des problématiques, il est possible d'y répondre. Je peux me faire de l'autosuggestion, donc m'implanter une idée en moi-même, par la visualisation. Alors, la mhm, visualisation, certains connaissent peut-être, la visualisation créatrice. Il y a 2 types d'outils dans la visualisation, je les présente de manière simple, il y a des mots plus complexes en PNL ou en sophrologie. C'est, j'appelle ça l'image agréable. Alors, ouais. d'autres vont appeler ça image ressource, et tu connais forcément très bien tout ça. C'est dans quelle image, moi, je peux me projeter à un moment donné. Alors, tu imagines bien que moi, c'est un petit coin des Monédières. J'ai Je le vois d'ailleurs très la bien, ouais. photo sur mon téléphone. Enfin, voilà, et c'est un coin, quand je me connecte à ça, je La génère tout de Corrèze en suite. cathéter en fait, t'as la Oui, Corrèze en oui, ah bah cathéter. ça, j'ai la Corrèze en cathéter, ça c'est sûr. Et ça me génère de la sérénité. Donc, en fait, en me connectant à cette image, j'implante en moi-même, par moi-même, de la sérénité. On est bien dans cette forme d'autosuggestion de Coué. Par la visualisation, mais l'image n'est qu'un vecteur, en fait, pour obtenir la sérénité ou éventuellement la gagne, la force. Tu vois, en début de C'est ce qu'on fait en conférence. PNL avec les ancrages en fait. Oui, tout à fait. Bah, si Bandler en parle, hein, Ok. il y a une raison. L'autre forme de visualisation, je l'appelle, et je suis passé par le monde des comédiens, hein, j'avais une compagnie de théâtre, j'ai tourné des trucs, c'est acteur du film. C'est comme ça que je l'appelle. Ouais. Je me projette dans la situation. Et les auditeurs de ton podcast, forcément, ont déjà vu des images de skieurs en haut des pistes quand ils vont partir en compétition, qui font des petits Ouais. mouvements là dans les starting blocks, ou ceux qui font du saut en hauteur ou du saut en longueur. On voit qu'ils Ceux qui jouent au rugby sont en train de bouger. à Brive avant En de fait, tirer, oui, ben c'est ça, mais c'est un forcément. sujet. Je vois la balle passer entre les 2 poteaux. Ouais, ouais. Et parce que je la vois passer, ça m'aide à la faire passer. Donc, est-ce que je me visualise sur le podium? Est-ce que me visualise dans le top 14? Là, je sais que je fais un petit peu Oui, oui. mal aux brivistes qui nous écoutent, et je suis moi-même très triste de ça. Pourtant, Mais on avait tous visualisé. nous sommes optimistes, mais nous savons que ça y reviendra. Tout à fait. C'était pas cette année, ça sera l'année prochaine. Exactement. Donc, donc c'est ces 2 approches dans la visualisation, hein, qui sont une des approches d'autosuggestion. Je peux me faire de l'autosuggestion par le corps. Ouais. Et le corps est très puissant. Et en fait, là, je me sers, moi, beaucoup de tout ce que nous avons fait et que nous continuons de faire avec les comédiens. Et le comédien, il fait comme si. Un comédien, il fait comme s'il pleurait, mais il fait tellement bien comme s'il pleurait qu'il pleure. Et avec ce paradoxe incroyable, c'est qu'il pleure, mais il est content de pleurer puisqu'il est payé pour y arriver. Donc c'est assez étonnant. Et donc je joue beaucoup là-dessus. Je peux donner 2 exemples d'autosuggestion par le corps. Bah, rien que sourire. Voilà, toi, tu as le sourire facile, Mylène, mais je peux m'obliger à sourire parce que je suis stressé. Il y a des études qui le prouvent. Je fais baisser mon taux de cortisol. Je Mhm. fais baisser mon niveau de stress juste en forçant le sourire. Ça, c'est une approche. Et puis, je sais que nous partageons un métier en coaching et en prise de parole. J'utilise beaucoup cette approche quand je fais répéter quelqu'un, puis surtout en début, il me dit ouais, vous verrez, je suis pas très à l'aise, je suis pas très bon. Puis il me fait une première prestation, par exemple d'un début de ce qu'il va devoir présenter avec ses 2-3 premières slides dans une réunion. Il me dit alors, ouais, bah, vous aviez raison, ça peut s'améliorer. Et je lui demande s'il a une référence d'orateur qu'il aime, Mhm. qui peut être son boss, qui peut être un homme public, politique. Une de mes références, c'est Barack Obama. Mais quand je rentre sur scène, je suis Barack Obama. Ouais. Et je lui propose de faire comme s'il était cette personne. Et là, ça transforme. Et je lui dis, bah, ça c'est différent quand même. Il dit, oui, mais ça, c'était pas moi. Ah, je lui dis, ok, c'était pas vous. Il se trouve que c'est pas moi non plus et qu'on n'est que 2 dans cette pièce. Alors, C'est qui était-ce? qui est. Et tu vois, c'est très puissant parce qu'en fait, le corps va Ouais. amener autre chose, va me mettre dans une autre énergie. Donc, nous avons vu l'autosuggestion par l'image et celle par le corps. Et la dernière autosuggestion, et c'est comme ça que la méthode Coué est souvent connue et souvent moquée, c'est l'autosuggestion par les mots. Mhm. C'est comment je me parle. Et l'un des postulats de la méthode Coué, le premier postulat de la méthode Coué, dit la chose suivante: toute pensée que j'ai en tête devient réalité
dans la limite du raisonnable. Et nous sommes dans une période de concours, de bac, de fin d'année scolaire. Il y a des jeunes lycéens qui vont passer le bac. Évidemment, si le lycéen se dit de toute façon je vais me planter, comme d'habitude, il se donne quand même moins de chances de réussir que s'il se dit ça va bien se passer. Et évidemment, quand il se dit ça va bien se passer, il faut s'assurer que c'est raisonnable. S'il a fait la fête pendant toute l'année, s'il a passé son temps devant les matchs de rugby, et puis que le week-end dernier, au lieu de réviser, il a passé 5h30 à regarder la finale de Roland-Garros, alors qu'il avait prévu de passer son après-midi à réviser, peut-être que c'est pas raisonnable de dire que ça va bien se passer. Donc c'est quelles sont les pensées que j'ai. Et je reprends ta phrase de tout à l'heure. Je vais bien, tout va bien, ce magnifique sketch de Danny Boone. En l'occurrence, si les auditeurs se souviennent de ce sketch, Danny Boone le commence, hein, je vais bien, tout va bien, je suis gai, tout me plaît. Il se met à pleurer. Il se met à pleurer et c'est extraordinaire parce qu'en fait, qu'est-ce qu'il fait Danny Boone dans ce sketch? Il joue un personnage dépressif. Le dépressif qui dit je vais bien, tout va bien, ça n'est pas raisonnable. Ce qui peut dire, c'est je me soigne, je vois actuellement un thérapeute, je prends des médicaments et je sais que d'ici 3-4 mois, je vais aller beaucoup mieux. Si par hasard, aujourd'hui j'ai une angine, j'ai de la migraine, j'ai 42 fièvres et que Mylène, tu me demandes Luc, comment tu vas? Et je te réponds, moi ça va bien. En fait, j'ai mon inconscient qui dit mais Luc, pourquoi tu viens de dire à Mylène que tu vas bien? Tu as 42 fièvres, tu n'as jamais été aussi mal. Et finalement, le disant, je renforce mon mal-être ou mon malaise ou ma maladie. C'est l'histoire de Danny Boone. Je vais bien, tout va bien. Et puis son inconscient lui rappelle, mais tu vas pas bien du tout. Alors, j'en profite, je viens de parler du mot inconscient. Coué oppose la volonté et l'imagination. Il reprend ça de la première école de Nancy. C'est conscient et inconscient. Simplement, il a voulu utiliser des mots plus simples. Et donc, il a transformé conscient et inconscient entre volonté et imagination. Passionnant, merci pour cet éclairage sur la méthode Coué. Et finalement, moi je trouve que c'est important de bien comprendre ce mot que tu as dit réaliste. Et ça résonne quand tu partageais. Alors, les auditeurs ne peuvent pas le voir, mais on voit que tu as été acteur parce qu'en plus tu le vis. Il faut vraiment, si vous voyez une conférence de Luc Passé, il faut aller le voir parce que c'est vraiment formidable. Cette notion, et c'est souvent aussi ce qui... Enfin, moi j'ai le sentiment que c'est un peu le parallèle que je fais avec l'optimisme. Hein. Tous les deux, on intervient sur l'optimisme, où finalement il y aurait cette vision un peu naïve, un peu méprisante et puis un peu même dangereuse de cette posture. Et finalement, comme tu l'expliques très bien, c'est dans une mesure réaliste. Et c'est vraiment là où ça fait toute la différence. Merci encore pour ces explications. On arrive sur la fin du podcast. Oui. Et je pourrais t'en dire tellement. Et c'est pour ça que je dis que si vous voyez passer une conférence de l'optimisme, on espère le recevoir au Club des optimistes de Corrèze, que tu viennes. Donc, un dernier message. Les sourires sont contagieux. C'est quoi ton dernier conseil pour garder le sourire et rester motivé au quotidien? Le petit déjeuner, on a compris. La méthode. Oui, alors moi j'ai le sourire en fait. Et tu te rends compte que si tu souris, les gens te sourient. Eh bien, le sourire, super. Et que ça fonctionne très bien. Souriez. Et quoi il disait? Souriez-vous. Et souriez-vous. Oui, le sourire intérieur. Et authentique. Question rapide traditionnelle de la fin du podcast. Quel est ton souvenir le plus drôle, le plus inoubliable à Brive, dans ses alentours ou au Monédière? Une anecdote qui t'a fait sourire? Qui m'a fait sourire ou qui est inoubliable, je vais dire que j'ai eu la chance de participer à la foire du livre de Brive, qui est quand même un truc extraordinaire. Donc, quand tu es auteur et que tu es corrézien et être à Brive, c'est pas anodin. C'est vraiment, ça a été un très beau moment. Et d'autant plus beau moment, c'est que les brivistes le savent peut-être. Alors, je n'ai pas pris le fameux train du cholestérol avec les auteurs en bas de Paris. J'étais passé par chez moi, donc j'étais arrivé avant. Mais nous sommes invités dans les restaurants proches de la foire du livre. Alors, je ne sais pas s'il faut le citer ou pas, mais il y en a un qui est très connu, où la plupart des auteurs y vont et ils écrivent même sur les murs. Et j'avais la chance d'être à la table d'à côté, alors j'avais été tout seul, parce que je n'avais pas de rendez-vous à ce moment-là, et donc j'avais le droit d'y déjeuner, j'en ai profité. Et à la table d'à côté, nous avons une petite conversation, parce que lui aussi était seul, et je crois qu'il avait envie de prendre du temps seul. J'étais à côté de Jean d'Ormesson, donc merci à Brive, merci à la foire du livre de m'avoir permis
de déjeuner sur la même banquette que Waouh, Jean d'Ormesson et de pouvoir échanger quelques mots avec lui. formidable. Ah oui, Ah ouais, ça a dû être un moment d'une grande c'était richesse. superbe. Ouais, C'était hors du temps. ouais, suspendu, ces fameux moments suspendus d'une vie. Merci. Si Brive-la-Gaillarde était une chanson, ce serait laquelle pour toi? Il y en a deux qui me viennent. Il y a celle que tu as évoquée tout à l'heure, parce que nous, quand on la met à la maison, tout le monde chante. Hein. C'est Ouais, et moi, quand ah, j'habitais à Paris, j'avais acheté un pouce-mousse en forme de vache. Alors, quand ils ont sorti la chanson, ça m'a ben tellement voilà. parlé en tant qu'ancienne Je parisienne. j'ai pas de tableau de vache en photo chez moi, mais voilà, à nos souvenirs forcément. Et puis quand je pense à Brive, moi j'étais très touché par Brassens quand j'étais jeune, Bien sûr. ce qui n'était pas tout à fait de ma génération d'ailleurs. Et forcément, j'ai cette chanson du marché de Brive-la-Gaillarde avec on se moque un peu de la maréchaussée et puis voilà, qui est un esprit, je dirais, assez corrésien, qui a du caractère. Hein. Il y a Exactement. qu'en Corrèze qu'on peut rouler à 90 et pas à 80. Hein. Ah oui? Ben oui, oui. La France est passée à 80, mais la Corrèze est restée à Je 90. Hein. savais pas. Ben Incroyable. oui, et moi qui suis dans les associations corréziennes, au salon de l'agriculture, au salon Made in France, il y a un stand de Nouvelle-Aquitaine, mais la Corrèze, avec ses produits origine Corrèze, à son stand. Hein. Nous sommes indépendants. Vive la Corrèze libre. Vive la Corrèze libre. Je comprends peut-être un peu mieux aussi certaines choses dans Ouais, le tempérament. ouais, et félicitations au président du département pour le travail qu'il fait. C'est vrai, on est dans un département formidable. Quel est ton endroit préféré d'ailleurs dans ce département corrézien pour te Oh, bah, ressourcer? écoute, Dis-moi. forcément Chaumeil. Et d'ailleurs, je donne rendez-vous aux auditeurs tous les derniers dimanches du mois de juillet à la fête de la myrtille à Chaumeil. Waouh, rien C'est que un le nom moment déjà, ça m'a donné exceptionnel. envie. Dernier Oui, week-end ben de juillet? déjà, il y a 80 exposants et c'est que des artisans locaux. On est très attentif à ça. Bravo à la présidente de l'association pour ça. Bien entendu, il y a plein de produits de myrtille, que ce soit des confitures, des tartes, des gâteaux. Il y a un certain nombre de producteurs qui sont présents. Et on est au pied des Monédières. Voilà, toutes les balades à faire autour de Chaumeil. C'est vraiment mon lieu de ressourcement. Mais bon, faut pas non plus qu'il y ait trop de monde qui y vienne. Hein. Pour terminer en beauté, imagine tu as la possibilité de faire une campagne d'affichage à Brive. Sur les abribus, sur les Ouais, bus, une campagne, comme on dit, en grand format, un peu partout, d'accord. même peut-être à la radio, avec un message que tu aimerais transmettre et qui donne le smile. Quel message aimerais-tu transmettre? Alors j'ai envie de répondre d'abord à côté de la question. C'est Ok. que actuellement Un sur corrigien, Paris, quoi. Très oui, bien. actuellement sur Paris, nous avons une campagne extraordinaire sur la Corrèze. Je ne sais pas si C'est tu as vrai? vu passer ça. Non, j'y vais C'est des bientôt, affiches mais de 4 par 3 dans le métro. Et le slogan qui est magnifique, c'est rien à voir. La Corrèze, ça n'a rien à voir avec les autres. Et c'est très drôle parce que sur les réseaux sociaux, il y a des gens qui n'ont pas compris que c'était du second degré, et qui disaient mais pourtant si, il y a plein de choses à voir. Oui. Et les gens de Corrèze Tourisme répondaient rien à voir, mais c'est rien à voir avec ailleurs. Et il y a même des vidéos extraordinaires avec un jeune qui est devant l'écran, il prend des accents italiens, des accents québécois en disant oui, mais ça ressemble un peu à Venise ici. Alors, je ne sais pas s'il est à Argentat ou je ne sais pas où. Ça ressemble un peu au Québec, il est dans les Monédières. Et l'autre lui dit non, mais la Corrèze, ça n'a rien à voir. Et je ah, trouve ça extraordinaire. Et j'ai puis, regardé. pour répondre à ta question, j'ai envie de revenir à la phrase d'autosuggestion universelle de Coué, Hmm. qui est la suivante. Tous les jours, à tout point de vue, je vais de mieux en mieux. Et Émile Coué proposait de la répéter 20 fois. Et moi, j'ai mis ça dans mon bouquin, et j'imagine ces affiches au cœur de Brive. Lisez attentivement, et tu relis 20 fois la phrase. Tous les jours, à tout point de vue, je vais de mieux en mieux. Et on pourrait terminer avec une autre couleur. Bonne journée à vous. Et je suis sûr qu'en lisant cette phrase, les gens, ils se sentiront mieux après. Ça leur donnera le smile, c'est certain. Waouh, formidable. Rien que de t'entendre le dire et de la répéter deux fois, ça m'a déjà généré de la détente et le smile. Un immense merci à toi, Luc, pour ce podcast. Vous retrouverez tous les éléments pour retrouver les livres, le site de Luc sous le podcast. Merci à toi, Luc. À bientôt. Merci beaucoup pour ton invitation, Mélanie. Bien sûr, j'espère à bientôt. À bientôt en Corrèze. Merci.